Il existe beaucoup de mythes et parfois de fantasmes autour des palaces. Franchir le seuil de l'hôtel de Crillon, c'est ouvrir une parenthèse enchantée. Loin des bruits de la ville, nous sommes pourtant place de la Concorde, au cœur de Paris. Il se passe vraiment quelque chose quand on pénètre ici. Alors au début, on peut être un peu impressionné par la splendeur des lieux, l'histoire, les matières précieuses, les jeux de miroirs, ce temps qui ralentit. Mais très rapidement, on est porté par l'atmosphère unique. On croise le sourire d'un membre du personnel et on se sent bienvenu. Aujourd'hui, c'est dans le confort douillet d'une suite de l'hôtel de Crillon que j'enregistre cet épisode, où je suis reçue par Pierre Donnel, le chef concierge du palace parisien Hôtel de Crillon, Rosewood Hotel. Pierre Donnel est également vice-président des Clés d'Or, l'Union internationale des concierges d'hôtels. Son métier suggère la discrétion et le secret. C'est un homme distingué, élégant et chaleureux qui me reçoit dans ce cocon luxueux. J'ai rencontré Pierre à un très bel événement, il y a quelques temps déjà, et tout de suite j'ai été frappée par sa vision et sa passion de son métier de concierge, tout entier tourné vers l'art de l'attention, et qui se traduit par des gestes, l'obsession du détail, des conversations qui connectent, des conseils, mille et une petites et grandes choses que j'ai eu envie de partager avec vous, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler écoute, on va parler audace, curiosité, de l'art du conseil, de la magie du réseau, de ce que l'argent ne peut pas acheter, comment dire non ou poser de meilleures questions. Ces interviews sont très rares, ces mots précieux, précis, sincères. Donc nous voilà un peu privilégiés d'être dans la confidence. Découvrons ensemble comment Pierre Donnel conjugue l'art de l'attention au quotidien. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Il y a beaucoup de mythes et parfois de fantasmes autour d'un palace. Franchir le seuil de l'hôtel de Crillon, c'est ouvrir une parenthèse enchantée. Loin des bruits de la ville, nous sommes pourtant place de la Concorde, au cœur de Paris. Il se passe vraiment quelque chose quand on pénètre ici. Alors au début, on peut être un peu impressionné par la splendeur des lieux, l'épaisseur de la moquette, les matières précieuses, les jeux de miroirs, le temps qui ralentit. Mais très vite, on est porté par l'atmosphère unique. On croise le sourire d'un membre du personnel et on se sent la bienvenue. Aujourd'hui, c'est dans le confort douillet d'une suite que j'enregistre cet épisode où je suis reçue par Pierre Donnel, le chef concierge du palace parisien Hôtel de Crillon, Rosewood Hotel. Pierre est également vice-président des Clés d'Or, l'Union internationale des concierges d'hôtels. Son métier suggère la discrétion et le secret. Mais c'est un homme distingué, élégant et chaleureux qui me reçoit dans ce cocon luxueux. J'ai rencontré Pierre à un événement il y a quelques semaines et tout de suite, j'ai été frappée par sa vision de son métier de concierge d'hôtel, tout entier tourné vers l'art de l'attention et qui se traduit par des gestes, des détails, des conseils, mille et une petites et grandes choses que j'ai eu envie de partager avec vous, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'écoute, d'audace, de curiosité, de l'art du conseil, du réseau aussi, avec les Clés d'Or, de dire non, savoir dire non, et comment poser de meilleures questions. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Alors, Pierre, comment traduisez-vous l'attention dans votre métier passion ? C'est une vaste question. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur ce métier passion. Dans un premier temps, effectivement, dans l'hôtellerie, restauration, il y a beaucoup de métiers différents. Ce sont tous des métiers passion. Le métier de concierge a une particularité bien spécifique qui est notamment que c'est un métier qui est difficilement délocalisable. C'est un métier qui est très ancré dans sa localité et c'est également un métier que nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une vocation au-delà d'un métier et c'est ce qui en fait un vrai métier passion, c'est un art de vivre
quasiment. Et donc l'art de l'attention dans ce métier, aujourd'hui, c'est de partager, donner du temps également, donner du temps à ses clients, donner du temps à ses équipes, donner du temps à son réseau que vous évoquiez il y a quelques instants. Et donner son temps aujourd'hui pour tout le monde. Tout le monde court partout, dans tous les sens. Il y a en permanence une frénésie. C'est quelque chose qui réfère au luxe finalement. Et c'est tout ce que j'essaye de développer, tout ce que j'essaye d'ancrer dans ma vie et à l'Hôtel du Crillon. Donc, quel regard vous portez sur ce métier? C'est quoi votre mission à vous? Ma mission avant tout, c'est de faire plaisir. Ma mission, elle est dédiée aux autres dans cet art de l'attention, dans cette attention, cette intention qui est dirigée vers les autres. Avant tout, c'est de faire plaisir à mes clients qu'on n'appelle pas mes clients, qu'on appelle mes invités. En anglais, on utilise beaucoup l'anglais dans notre profession. On parle 95% de notre temps dans cette langue. On parle de guest, on ne parle pas de customer, ni même de clients. Et ma mission première, c'est d'arriver à leur faire plaisir. Aujourd'hui, comment on fait plaisir à un invité qui peut accéder à tout, n'importe quand et n'importe où? Eh bien, cette mission, on y aboutit en amenant un effet de surprise. Et c'est ma mission aujourd'hui, c'est de surprendre les clients. Encore une fois, en français, c'est un petit peu plus difficile qu'en anglais d'utiliser le terme invité. En anglais, c'est quelque chose de complètement évident, le terme guest. En français, c'est une autre histoire. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de les surprendre. C'est de les surprendre à Paris. C'est une des destinations les plus connues au monde. C'est la première destination touristique dans le monde entier. Donc, il y a une vision et une connaissance de la part de ces invités quand ils séjournent à Paris qui est déjà très profonde. Comment les surprendre? C'est toute la magie de ce métier, en découvrant, en continuant à s'émerveiller au jour le jour et de pouvoir ensuite le retranscrire aux personnes qu'on accueille dans l'hôtel. J'allais dire, comment est-ce qu'on fait plaisir à des gens qui sont naturellement, j'allais dire, gâtés, qui ont beaucoup et qui viennent avec peut-être des attentes, des idées sur Paris, sur leur expérience, ou est-ce qu'ils veulent être surpris? Qu'est-ce qu'on leur offre à ces gens? Ce qu'il faut signaler dans un premier temps, c'est que ces clients, ces invités, n'attendent pas forcément une surprise. La particularité aujourd'hui, ce qu'on recherche à faire à la conciergerie de l'Hôtel de Crillon, c'est d'amener les clients vers quelque chose de nouveau en leur offrant du temps. C'est ce qui aujourd'hui est le plus important, c'est de prendre le temps. Tout le monde court dans tous les sens, on vient d'en parler, mais le temps, ça ne s'achète pas. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez leur offrir. On accueille des personnes de façon ponctuelle, d'autres de façon beaucoup plus régulière. Prendre le temps, c'est aussi les fidéliser, devenir leur ami, leur proche peut-être d'une certaine façon, mais en tout cas de prendre en considération leurs particularités. On a toujours beaucoup parlé dans l'univers du luxe de personnalisation du service. Qu'est-ce que c'est que la personnalisation du service ? À part prendre le temps. Et dans une société où tout va extrêmement vite et où l'information circule extrêmement vite, nous, en tant qu'experts locaux, on est là pour faire le tri de cette information et pour pouvoir la transmettre de la façon la plus efficace possible à un public sans cesse renouvelé et sans cesse différent, chacun avec sa particularité. Et c'est ça qui est très intéressant. On pourrait passer notre journée à ne prendre que des commandes, finalement, tel restaurant, tel lieu, tel musée.
Mais si on ne va pas plus loin, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui marque une différence entre notre service et celui du voisin? C'est là où c'est extrêmement challengeant, mais où chaque personne qui travaille dans notre service va y trouver une certaine gratitude et une reconnaissance. Absolument, ça crée beaucoup de sens aussi Mhm. pour votre équipe. Et je crois que vous managez quelques personnes. J'ai, au niveau du service hébergement de l'hôtel, l'un des services les plus importants en termes de personnes. On a 14 concierges aujourd'hui et 17 voituriers, bagagistes, chasseurs. Donc c'est une équipe conséquente. Et effectivement, ce souci de reconnaissance, en fait, on ne fait pas ce métier par hasard. C'est un métier qui est choisi, qui est peu connu du grand public. Et une personne qui arrive en conciergerie ne le fait pas par hasard. Et si elle le fait pour les mauvaises raisons, c'est une personne qui ne fait souvent pas long feu dans ce métier. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'y suis et que j'imprime ma marque et que j'y trouve extrêmement de reconnaissance et de satisfaction et de développement personnel également. Donc, une personne n'arrive pas par hasard dans ce métier et souhaite faire plaisir, on y revient. Donc, va tout faire pour aboutir à cette satisfaction de ses invités. Ça passe également par un art du questionnement pour apprendre à mieux se connaître. Mhm. Et j'avais été moi-même très surprise quand vous évoquiez la question que vous posez quand on vous demande une recommandation de restaurant. C'est très surprenant. Déjà, vous répondez par une question, mais en plus, votre question-réponse est très surprenante. Vous voulez nous la livrer? Oui, en fait, il faut contextualiser, c'est que 80% des demandes qui circulent à la conciergerie, au niveau du desk de la conciergerie, sont des demandes de restaurants. Paris est une destination culinaire incontournable, reconnue sur la place internationale. Et donc 80%, c'est une demande de restaurant. Sur ces 80%-là, beaucoup sont des demandes très précises de lieux, déjà définis par le client, souvent des lieux un petit peu compliqués à obtenir. Ou un peu à la mode aussi. Complètement à la mode, qui varie selon les saisons. D'un film, d'une série, d'une influenceuse. Complètement, complètement. Les réseaux sociaux sont très très importants aujourd'hui. Et donc, l'autre partie de ces demandes, c'est un conseil de la part du client. C'est une demande de conseil. Comment, sur une personne que vous n'avez dans la plupart des cas jamais rencontrée de votre vie, comment déterminer que vous allez lui proposer le choix le plus judicieux pour son dîner? Il faut bien se mettre en tête que vous, quand vous êtes résident à Paris, si vous ratez un dîner quelconque parce que vous avez mal choisi ou qu'on a mal choisi pour vous le lieu, ben vous en avez 364 autres dans l'année. Un résident chez nous, il est là en moyenne quelques jours. Si vous ratez un de ces dîners, vous ratez peut-être 25% de son expérience à Paris. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible vers une réponse qui va être la plus judicieuse et la plus émerveillante pour lui. Et dans ce cas, moi, j'ai trouvé que la première question à lui demander, c'était de lui demander comment il souhaitait s'habiller pour aller au restaurant. Et pas qu'est-ce qui vous ferait Est-ce que vous voulez plaisir, manger qu'avez-vous indien, envie de italien? manger, dans quel quartier. Non. La question première que je lui pose, c'est comment avez-vous envie de vous habiller? Et on a des réponses très variées et culturellement parlant, chez nous, ça va déterminer beaucoup de choses, la façon dont on s'habille pour aller dîner. Dans d'autres cultures, c'est pas forcément extrêmement déterminant. Donc, on joue sur un effet de surprise parce que forcément, la première question qui nous vient, c'est plutôt on va me demander ce que j'ai envie de manger. Donc là, c'est très curieux, pourquoi il me pose cette question. Donc, on amène
par cet effet de surprise, une connexion avec le client immédiate. Au-delà de la simple proposition de lieu ou de restaurant, on apporte une véritable connexion qui fait que le client va se souvenir de vous, va se souvenir de ce moment. Et c'est ça que je trouve intéressant. Elle peut même parfois être un peu choquante, parce qu'extrêmement intime, mais elle amène une discussion et donc une attention à l'autre. Mais on touche là aussi, je pense, un aspect de votre métier qui est passionnant, je trouve, c'est cet aspect multiculturel. Parce que vous rencontrez des gens qui viennent des quatre coins du monde à Paris et sans juger, vous essayez de vous mettre au service, ou en tout cas de conseiller au mieux des gens qui ont effectivement des enjeux, des objectifs, des envies totalement différentes. Alors comment est-ce qu'on pratique, ou comment est-ce qu'on fait pour développer cet aspect multiculturel sans jugement? On en revient à la notion de métier passion et de vocation. Si on n'est pas dédié aux autres, on va difficilement pouvoir faire cette profession. Et quand on commence à juger les demandes, et c'est une des spécificités avec mes équipes notamment, on a tous le jugement extrêmement facile. Et pourtant, tout le monde aujourd'hui voyage aux quatre coins de la planète, donc devrait pouvoir se mettre à la place de ceux qu'on reçoit tous les jours. Mais on arrive tous avec un bagage qui nous détermine certains jugements finalement. Et c'est aussi une des batailles un petit peu quotidiennes de faire comprendre aux équipes avec lesquelles vous travaillez. Et on parlait de mon équipe, mais c'est beaucoup plus global, puisque dans l'hôtel, on est plus de 500 collaborateurs. Donc, c'est énormément de personnes, elles aussi, d'origine, d'âge, d'éducation différentes. Et une des particularités que j'ai découverte quand je suis arrivé à Paris il y a maintenant 18 ans, c'est justement ce côté pluriculturel des gens avec lesquels vous travaillez, qui est déjà une base extrêmement solide sur laquelle vous pouvez vous reposer, travailler en continu pour pouvoir ensuite le reproduire avec les personnes que vous accueillez en tant qu'invité dans les établissements. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu intimidant de passer les portes comme ça d'un palace, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et pourtant, tout de suite, il y a un truc qui se produit. Il y a une magie qui se produit. Et effectivement, on est à l'aise. Parce qu'on ne s'imagine pas de l'extérieur, mais il y a beaucoup de vos clients qui sont en jean basket, comme tout un chacun, j'allais dire. Donc, ce côté intimidant, il est très vite aboli. Et dans le regard aussi qu'on sent de la part des membres du personnel, quand on rentre et qu'ils nous saluent tout de suite, on se sent vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Oui, alors l'hôtellerie en général, mais l'univers du palace évolue avec son temps, heureusement. Moi, c'est un univers dans lequel j'aurais difficilement pu travailler il y a 15 ans. Un univers qui paraissait extrêmement figé, intimidant, avec des codes à respecter. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus lifestyle, comme on appelle ça. Donc, on a des chambres, des suites, mais on n'a pas que ça à proposer. Et on a des restaurants. Aujourd'hui, on a 6 points de restauration, ce qui n'est pas rien sur un établissement comme le nôtre, mais avec différents ADN dans chacun, avec des personnes qui travaillent en basket dans certains des lieux. Nous, on est encore en uniforme. On y viendra certainement un petit peu plus tard sur cette histoire et cette question de l'uniforme, que je trouve très intéressante dans l'esprit hôtelier en général. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est pas de casser les codes. C'est un peu plus que ça. C'est de faire rentrer tout le monde, d'être accueillant pour tout le monde. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand j'ai commencé à travailler à l'hôtel de Crillon il y a 5 ans maintenant. Cette idée de c'est pas figé, quoi. On est en 2023 aujourd'hui, à l'époque en 2021, en 2019, pardon. Mais on écoute ce qui se passe. On accueille aussi des équipes de plus en plus jeunes
qui nous apportent des choses. Et donc on écoute ce qu'ils nous disent, donc on se les approprie, on les réinterprète. Il ne s'agit pas de tout prendre, mais on est très à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire dans leur manière de travailler, dans ce qu'ils aimeraient. Et aujourd'hui, on n'est plus sur une image du palace, sur oui, mais on est l'hôtel 2, donc on peut embaucher assez facilement. Non, on fait aussi bien rêver des futurs employés que peur. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller déterminer d'où vient cette crainte de travailler dans un hôtel comme le nôtre pour pouvoir peut-être changer les mentalités. Et vous l'avez dit, vous avez une équipe diverse, multiculturelle. Mhm. J'ai l'impression que la transmission, elle tient, c'est un point clé dans votre métier également. Notre métier n'existe que par la transmission. Donc c'est la transmission d'un savoir et d'une connaissance qu'on partage avec nos invités, mais aussi avec nos équipes. Moi, j'ai été formé par des personnes, et si j'en suis venu à ce métier, c'est aussi parce qu'on m'a transmis l'amour de ce métier. Et qu'est-ce qu'il en est? Quand j'ai commencé dans l'hôtellerie, un peu par hasard, parce que moi, j'ai pas suivi de cursus hôtelier du tout, j'ai pas fait d'école classique. J'ai commencé en tant que réceptionniste dans un relais château en Normandie, et c'est la première fois où finalement je me suis frotté à tous les métiers de l'hôtellerie-restauration, même si les équipes étaient assez restreintes. C'est la première fois où j'ai rencontré un homme avec sur le revers de sa veste ses clés croisées dorées. Et qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Comment on fait pour arriver à votre niveau? Voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et aujourd'hui, quand on accueille des personnes dans l'équipe, c'est le souhait qu'on souhaite c'est ce qu'on souhaite transmettre finalement. C'est tout cet amour, cette passion. Il y a des choses qui sont extrêmement techniques. Chacun a sa personnalité, ses hobbies, ses passions, ses particularités. Mais dans une équipe comme la nôtre, l'idée, c'est que tout le monde ne soit pas sur les mêmes bases et puisse communiquer chacune de ses passions et chacune de ses spécialités au jour le jour avec les personnes qui sont partie intégrante de l'équipe. Alors, j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est ça me rappelle beaucoup l'idée du mentorat, finalement, de prendre quelqu'un, de le former comme vous l'avez été vous-même, Mhm. et ensuite de retransmettre. Et ça m'amène au sujet des Clés d'Or, Mhm. parce que vous êtes vice-président des Clés d'Or. Justement, est-ce que vous voulez nous en parler de cette union, j'allais dire internationale, hein, qui rassemble, je crois, plus de 4000 personnes au monde? Oui, aujourd'hui, on doit être plus ou moins à 4000 membres dans le monde répartis sur plus de 60 pays. Avec une charte très précise. Oui. Et alors juste un tout petit clin d'œil, je crois que la première fois que j'ai eu conscience de ce réseau, c'était en regardant le Grand Budapest Hotel Donc c'est assez récent. de Wes Anderson, Mhm. assez récent, où on voit justement les concierges des grands hôtels qui s'appellent les uns les autres. Mhm. Il y a tout un réseau de solidarité pour aller sauver le héros, qui est lui-même concierge d'ailleurs. Je crois qu'ils appellent ça le réseau des clés croisées. Oui, Alors, est-ce que vous absolument. pouvez nous en dire plus sur les Clés d'Or? Alors, ce qui est rigolo déjà sur ce film, c'est que il n'a pas forcément été très très bien accueilli par les membres à son lancement, mais qu'aujourd'hui, moi, je commence à rencontrer des jeunes qui veulent faire carrière dans ce métier parce qu'ils ont vu le film. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert l'univers du concierge. Donc, finalement, ce film apporte une certaine notoriété et une certaine transmission pour le futur de notre métier. Et pour revenir sur l'association, donc c'est Cocorico, une association française qui est née en 1929, donc très implantée, très ancestrale. Et c'est une association qui a été créée justement pour la sauvegarde de ce métier, en pleine création à ce moment-là, en 1929. Donc le but de cette association, c'est justement protéger l'appellation concierge d'hôtel, parce que pour être membre de cette association, l'une des conditions sine qua non, c'est d'être concierge en exercice dans un hôtel, mais c'est véritablement pour la protection de ce métier.
on l'a bien vu, c'est un métier qui aurait pu être menacé par les nouvelles technologies. Notamment, je parlais d'accès à l'information en permanence pour les résidents d'un hôtel. Aujourd'hui, les concierges, en 2023, ne sont plus véritablement menacés d'extinction. Les directions d'hôtels ont bien compris l'importance, mais c'est un travail acharné. Et aujourd'hui, c'est le cas. Dans 10 ans, ce sera peut-être différent. Donc le but de cette association, c'est véritablement de protéger, dans un premier temps, le métier de concierge d'hôtel. Et la deuxième mission des Clés d'Or, c'est ce qu'on voit notamment dans ce film, c'est cette notion d'entraide qui existe. Et j'ai effectivement, moi je fais partie de l'association depuis 2008, j'en suis le vice-président depuis 2016 maintenant, mais je trouve assez fascinant. Alors on a des rencontres tout au long de l'année, on a une rencontre nationale sur le dernier trimestre qui se passe sur des destinations différentes, qui regroupe 150 personnes à peu près. Et on a une rencontre annuelle internationale où là, on peut, sur différentes destinations, rencontrer entre 500 et 700 personnes sur 5 jours. Et ce que j'ai toujours trouvé assez fascinant, parce que quand on arrive pour la première fois dans un événement de cette ampleur sur une destination qu'on ne connaît pas, là on part à Bali par exemple dans quelques semaines, ce que je trouve assez fascinant, c'est cette facilité à communiquer avec l'autre. Parce qu'on fait la même chose sur une destination différente. On fait la même chose sans faire la même chose, puisque comme je l'ai expliqué, c'est un métier qui est difficilement exportable. Donc, mais on a la même fibre, on a la même vision des choses, cette même envie de faire plaisir et cette même envie de faire partie d'un réseau international. Et de même, on peut avoir effectivement des confrères du monde entier qui, j'ai un super client qui vient, alors il sera pas chez toi, mais il sera à Paris et on a besoin absolument de lui trouver ça. Est-ce que tu peux nous conseiller sur... Et je trouve que à aucun moment, personne ne m'a jamais dit non. Et moi, je pars à l'aventure tout de suite. Je trouve ça génial de sortir un petit peu justement des sentiers battus, même s'il n'y en a pas vraiment à la conciergerie, mais en permanence se renouveler, en permanence être challengé, et en plus, pour un collaborateur, même s'il est à l'autre bout du monde, c'est un confrère. Et il y a jamais cette notion de prêter pour rendu aussi, que je trouve extrêmement élégante. C'est un cercle vertueux et non pas un Exactement. cercle vicieux. C'est un cercle Exactement. vertueux où la générosité, à nouveau, Mmh. qui est important dans la profession, elle est mise en exergue. Tout à fait. Et puis certainement que vous partagez aussi des clients, des invités, des guests, pardon, qui se promènent comme ça d'un bout à l'autre de la Terre et que vous pouvez discuter pour apprendre à mieux les connaître encore entre vous, connaître les enfants et j'imagine approfondir vos connaissances encore sur les clients aussi. Oui, complètement. Le partage d'informations et de petites touches qui vont permettre de rendre le séjour encore plus personnalisé. Ça fait partie de cette association et de cette collaboration entre nous tous. Et puis, il y a encore cet effet de surprise, c'est-à-dire quand vous dites, au cours d'une discussion avec un de vos invités, vous constatez qu'il se rend dans une destination ou dans un hôtel dans lequel vous avez une connaissance plus ou moins proche, mais qui fait le même métier que vous, et que vous dites à votre invité, quand vous êtes sur place, vous allez voir Robert, et vous lui dites que vous venez de la part de Pierre de l'hôtel de Crillon, ça crée encore plus de liens avec le client. Et je trouve ça incroyable. Le client va arriver, il a un référent sur place, il a un nom, il a une confiance dans ce que vous lui procurez. Et il faut bien se rendre compte que j'ai toujours dit un voyage, c'est peu importe comment, où, avec qui, c'est toujours une prise de risque. Quand vous voyagez, vous sortez de votre zone de confort et de votre routine. Et la meilleure façon d'être rassuré, c'est l'humain. Et c'est les personnes que vous rencontrez au cours de ces voyages. Il y a notamment quelque chose sur un podcast juste avant de Rami que j'ai trouvé
extrêmement inspirant où il explique qu'avec sa famille, il part régulièrement à l'aventure et au gré des personnes qu'ils vont rencontrer. Moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça génial. Et c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de facilité à produire. Avant, j'avais tendance à faire ce que je fais tous les jours pour mes clients, à programmer minute par minute ce que j'allais faire. Et c'est pas la meilleure façon d'être émerveillé. La meilleure façon d'être émerveillé et de se souvenir de ce qu'on a fait, c'est de rencontrer les gens et de faire confiance aux gens. Je trouve ça génial. Alors vous qui donnez beaucoup à travers votre métier, que ce soit à vos collègues par cette transmission ou à vos invités également, comment vous faites-vous pour vous recharger? L'attention aux autres, elle doit d'abord être dirigée vers soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a déjà quelques années. De savoir prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe sur plein de choses. Hein. Ça peut être une notion d'argent aussi, parce que les chambres qu'on loue à l'hôtel sont des chambres qui sont aussi chères qu'un loyer mensuel à Paris. Donc il faut aussi relativiser. Et puis ce qu'on propose également, les expériences qu'on propose ont un certain coût. Donc il faut se détacher de cet aspect financier, sinon c'est quelque chose... on ne peut pas faire ce métier en enviant la vie de nos clients. En tout cas, en enviant les revenus de nos clients. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Donc prendre du recul. Mais l'attention à soi, c'est effectivement, on est dédié à notre travail. On y passe beaucoup de temps, ça nous reste en tête, même parfois en dormant, on se réveille en ayant une illumination, j'ai oublié de faire ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on porte en permanence, mais ça veut dire aussi qu'il faut se ménager du temps à soi. Et surtout du temps à soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être équilibré dans ce métier, dans cette vie, si on ne fait pas attention à soi. Donc il faut s'imposer aussi certaines routines, certaines choses pour ralentir le rythme, pour prendre du temps pour soi. C'est pas des petites choses, mais c'est aussi c'est pas des grandes choses, pardon. C'est plutôt des toutes petites choses. Faire du sport de façon régulière, d'avoir et surtout de garder ce moment entièrement dédié à soi. Alors faire du sport et entre chaque mouvement répondre à un SMS, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, se dédier 3/4 d'heure, 1 heure, 3, 4 fois dans la semaine, ça c'est important. De couper, de mettre sa musique, son moment à soi, de passer des moments chez soi, tranquille. C'est un métier de connexion. C'est un métier où on est connecté en permanence sur son téléphone, ses emails, aux gens, aux invités, aux équipes, aux partenaires avec lesquels on travaille, parce que nous, on est récepteur de demandes qu'on distribue derrière vers les personnes les plus à même de répondre à la demande. Notre spécialité, c'est ça. Donc on est connecté en permanence. C'est un plaisir d'être connecté, de faire partie de sa communauté, de faire partie de sa localité, mais il faut savoir couper. Et si mes proches m'entendaient, je pense qu'ils diraient mais Pierre il coupe jamais. C'est pas faux, mais derrière j'arrive depuis déjà quelques années à m'accorder du temps pour moi. Et quelque part, peut-être à fixer vos propres règles pour vous ressourcer, les règles du jeu. D'ailleurs, les codes, hein, ils sont importants aussi dans votre métier. Mhm. On évoquait tout à l'heure l'uniforme, très élégant, cette redingote, si je peux dire. Absolument. Redingote avec un costume un peu british, croisé sur la poitrine en dessous. Quelle est l'importance aujourd'hui encore de porter un uniforme? Pour moi, l'uniforme, c'est une fierté. Alors, c'est aussi une facilité. C'est-à-dire que le matin, en me levant, j'ai pas besoin de me dire comment je vais m'habiller aujourd'hui. Ça me permet encore une fois de me dégager du temps pour moi. Euh, mais l'uniforme, c'est une fierté. Et d'ailleurs, dans l'hôtel, on est la seule équipe à porter cet uniforme à 100%. Il n'y a pas de différence entre un stagiaire et un manager, par exemple. Tout le monde porte le même uniforme. Et pour moi, c'est un signe de reconnaissance, encore une fois. On n'a pas nos noms brodés ou sur un badge sur nos uniformes. Donc c'est aussi pour le client une facilité de communication.
Et c'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, effectivement, il y a des débats sur oui, mais si je mets pas l'uniforme, qu'est-ce que je mets? Quels sont les codes à respecter? Comment j'interprète ces codes? Est-ce que j'ai une certaine flexibilité d'interprétation? Et ça, je pense qu'on peut tout à fait s'en passer par l'uniforme. Ça simplifie peut-être les choses et les Mhm. rapports, et en même temps, ça pose un cadre. Ça pose un cadre. Vous évoquiez l'élégance de cet uniforme, que chez nous, on n'appelle pas uniforme, on appelle garde-robe. Donc, c'est encore plus élégant et encore plus personnel, finalement. Et on a fait le choix, par exemple, on a une équipe presque à 50% féminine, que l'équipe féminine porte le même uniforme que les hommes. Donc, on n'a pas imposé la jupe ou la robe. Tout le monde est en pantalon. Les filles peuvent être en chaussures plates si elles le souhaitent. On passe beaucoup de notre temps debout. Donc, c'est aussi important d'avoir une notion de confort. Euh, mais effectivement, c'est aussi un signe d'élégance. On est dans une catégorie d'hôtel qui nécessite d'avoir un certain standing en termes de présentation. Et quand je dis certain standing, les critères sont plutôt élevés. Et l'uniforme pose les choses. Alors, je vais faire un petit pas de côté pour revenir un peu sur cette profession, et essayer de se dire, c'est quoi les qualités, les compétences, les qualités pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées, ou les jeunes qui auraient une vocation, qui sentiraient une vocation. Quelles sont les qualités pour réussir dans ce métier? De quoi on a besoin? Il faut être patient. L'apprentissage du métier et des compétences qui sont liées, mais aussi cette connaissance de la localité. Paris est une ville en mouvement perpétuel, même si c'est une petite capitale comparée à d'autres. La patience, c'est quelque chose que j'ai malheureusement... Alors l'absence de patience, plus exactement, c'est quelque chose que j'ai constaté ces dernières années sur les nouvelles générations. Tout le monde veut aller très vite, trop vite. Pour faire quoi après? Pourquoi vous voulez aller aussi vite? Qu'est-ce qui vous amène à courir finalement? Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie de prendre votre temps plutôt que de changer d'hôtel tous les 2 3 ans? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous poser? C'est un métier à l'origine qui non seulement était ancré dans une destination, mais aussi ancré dans un hôtel. Un concierge, les clients venaient aussi pour le concierge. On prenait rendez-vous avec le chef concierge pour pouvoir discuter de la pluie, du beau temps, certes, mais aussi de comment va se dérouler son séjour. Le séjour durait beaucoup plus longtemps, on n'avait pas ces moyens de locomotion comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais il faut bien se rendre compte de ça. C'est que avant, un concierge qui quittait un établissement pour aller travailler dans un autre, souvent c'était, il venait avec ses clients, un peu comme un médecin de famille ou un médecin des campagnes. Donc c'est assez intéressant. Euh, Aujourd'hui, tout va très vite, et donc une des conditions pour réussir dans ce métier, c'est d'être patient. On l'a vu notamment avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la profession. Alors, c'est aussi pour des raisons économiques, pratiques. Les hôtels ont fermé, il a fallu se recycler, on en a profité pour justement se réorienter. Mais c'est aussi parce que les personnes veulent aller trop vite. Bah, c'est une sélection naturelle peut-être aussi Peut-être, finalement, hein. peut-être. L'art du conseil, qui est vraiment une des choses les plus importantes dans votre métier, comment vous l'exercez-vous? Je crois que vous disiez, vous me confiez récemment que pour une requête, vous allez proposer 3 choix différents. Ouais, ça c'est un standard qui nous est imposé par une norme internationale où on doit effectivement proposer pour chaque demande 3 alternatives. Il y a un autre standard édité par un grand magazine américain qui, lui, nous impose d'en proposer une et la plus efficient, comme on dit en anglais, possible. Un petit peu plus compliqué. Maintenant, sur certaines activités, on ne peut pas proposer 3 alternatives. Il y a des choses, il n'y en a qu'une. Mais pour un restaurant, par exemple, ça a du sens. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de se dire, quand on propose 3 restaurants, comment le client fait pour choisir. Et c'est là où on intervient.
C'est là où l'art du conseil intervient, où par votre degré d'intimité avec le client, mais aussi votre audace, vous allez orienter le client naturellement, sans le forcer, vers un choix qui va lui paraître naturel. Parce que c'est toujours l'idée de si vous m'imposez quelque chose, je vais dire non, mais si j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai choisi, c'est beaucoup plus facile à accepter. Donc c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans l'art du conseil. C'est pas uniquement conseiller, suggérer, c'est plutôt conseiller, orienter ou influencer si on veut aller encore un petit peu plus loin dans cette notion. Et les gens apprécient quand vous leur donnez un conseil personnel, totalement personnalisé, où ils sentent qu'ils sont uniques justement dans l'expérience. Moi, les plus beaux souvenirs de voyage que j'ai, notamment sur des recommandations de lieux de restaurants, par exemple, c'est quand on me dit il faut aller dans tel restaurant pour manger ça. Dans 99% des cas, je vais aller dans cet endroit et je vais commander ce que la personne m'a conseillé. Parce que je trouve que c'est un investissement personnel tellement fort que j'ai envie de le suivre pour en plus après retourner voir la personne qui m'en a parlé et pouvoir dire j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça comme ça. Et je trouve que c'est des souvenirs qui n'ont pas de prix. Et c'est une certaine franchise, un certain investissement qui sont notoires et qui méritent d'être suivis. On en revient toujours à ce what money can't buy. Mm-hmm. Oui, oui, absolument. C'est qu'est-ce que vous pouvez offrir à quelqu'un qui a tout. Et aujourd'hui, au-delà de la personnalisation, nos invités veulent se sentir privilégiés. Et comment vous amenez quelqu'un à se sentir privilégié par rapport à un autre? C'est lui offrir du temps, mais lui offrir également cette possibilité d'engagement et cette audace finalement à parfois lui dire non, 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 tu vas pas là-bas, même si tu en as très envie et je vais t'expliquer pourquoi tu dois pas aller là-bas. Et c'est aussi un engagement de se dire je pense que vous ne devriez pas aller là-bas pour telle et telle raison. Aujourd'hui, je préfère répondre négativement à une demande en proposant toujours une alternative, bien sûr, mais je préfère répondre négativement à une demande en expliquant les raisons. Et c'est très rare quand ça va plus loin de la part du client. Qu'il insiste, vous voulez dire? Absolument. Il y a toujours une part de... Mais en général, ceux qui vont plus loin reviennent en disant « Vous aviez raison ». J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Mais encore une fois, on est sur une relation avec le client qui est d'autant plus forte. Et on crée cet instant magique qui n'a pas de prix. Et effectivement, en proposant une alternative, il y a également un risque d'échec. Mais on est toujours dans cet objectif et dans ce lien qui se crée avec le client. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un art subtil finalement de dire non. Oui. Et on ne s'attend pas forcément à ce que vous preniez parti comme ça. Vous parlez beaucoup d'audace, ça revient beaucoup dans votre discours, hein, d'oser dire non, d'oser proposer quelque chose, poser une question inattendue sur une recommandation de restaurant, de vraiment d'oser pour creuser encore l'intimité de cette relation. Oui, encore une fois, le profil des personnes qu'on accueille sont tous extrêmement différents, mais ils ont tous beaucoup de points communs. Et quand ils viennent à Paris, il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire parce que les réseaux sociaux en ont parlé, parce que les proches en ont parlé, parce que c'est le truc du moment. Mais ce que vous allez retenir, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, vous allez le retenir parce que vous allez faire une photo, vous allez la poster, vous allez la partager, vous faire des commentaires. Mais qu'est-ce que l'instant magique, sinon l'élément qui va vous avoir surpris? Et l'élément qui va vous avoir surpris par une audace, mais c'est formidable. C'est formidable. C'est là où la magie opère. Complètement.
Alors, j'ai encore plein de questions. Je vais vous en poser une qui est un peu la question subsidiaire parce que j'ai l'impression que c'est la question que tout le monde rêve de poser à un concierge d'hôtel, de Je sais palace. celle que vous voulez poser. Alors, allez-y. C'est quoi cette question? La question, c'est quelle est la demande la plus incroyable que vous ayez, que vous ayez eu à traiter? C'est Voilà, ça? c'est la question qui brûle les lèvres, n'est-ce pas, chers auditeurs, de tout le monde. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse que vous avez formulée dernièrement. Qu'est-ce que vous répondriez comme ça, spontanément? Ben, en fait, je réponds toujours à la même chose. C'est que chaque demande est une demande extraordinaire. Alors, ça paraît un peu langue de bois, presque, parce qu'effectivement, dans notre métier, on a aussi une qualité de discrétion qui est un impératif. Et pas seulement en conciergerie, mais forcément, vous touchez à l'intime avec le client. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas être divulguées. On a les rich and famous qui viennent chez nous également. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sachent, mais qui ne doivent pas être dévoilées. Moi, j'ai cette capacité un peu à oublier une fois que c'est passé. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt facile à vivre. Mais Même si vous regorgez de petites histoires croustillantes, oui, j'imagine. bien sûr. Je pense que mes confrères pourraient l'affirmer également. Je pense qu'au moins une fois par mois, on nous demande si on va écrire un livre, par exemple, qui regorgerait de toutes ces petites anecdotes. D'ailleurs, Non, la réponse est non. Mais pour répondre à la question, effectivement, toute demande est extraordinaire et une simple demande de conseil sur un restaurant est une demande extraordinaire, puisque vous ne connaissez pas la personne que vous avez en face de vous. Donc à partir de là, le champ des possibles est incroyable, et donc c'est une demande extraordinaire. vous avez soulevé un point que je voulais aborder avant d'arriver doucement vers la conclusion. C'était la discrétion, parce que finalement, j'interviewe quelqu'un dans un podcast qui s'appelle L'art de l'attention, qui s'exprime comme ça et qui sera écouté par des milliers d'auditeurs, hein, mais quelqu'un dont le métier, c'est d'être discret. Justement, il y a un secret professionnel. Comment est-ce qu'on reste discret? Je, je, on parlait de l'association des Clés d'Or tout à l'heure. Effectivement, on fait très attention à ce que nos membres peuvent communiquer aujourd'hui, par le fait aussi, tous les canaux de diffusion et d'information sont extrêmement divers et variés, ouverts au champ des possibles. Pendant très longtemps, je dirais que l'association a vécu sur le pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, la protection du métier nécessite une visibilité aussi. Et la meilleure des visibilités, c'est celle que vous contrôlez. Et donc, répondre à vos questions au cours d'un podcast qui sera écouté par des millions d'auditeurs, On espère. c'est aussi une forme d'exposition, certes, mais pour moi, c'est pas une forme d'indiscrétion. J'ai pas le sentiment d'avoir dévoilé des secrets inavouables ou des choses qui auraient dû être tues. C'est vraiment cette idée de partage et de transmission. Je suis pas là pour susciter des vocations, mais je trouve mon métier tellement formidable et tellement beau que j'ai tous les jours envie de le partager avec le plus de monde possible, avec un public divers et varié aussi. Euh, et au-delà des anecdotes un peu croustillantes et un peu gossip. Racoleuse. Voilà, exactement. Hmm. Alors, il me reste trois petites questions. La première, c'est si vous n'aviez pas exercé ce métier, concierge d'hôtel, qu'est-ce que vous auriez fait, vous pensez? C'est une très grosse colle. Je serais incapable d'y répondre. C'est une question que je ne me suis jamais posée. Et pourtant, je suis arrivé dans l'hôtellerie complètement par hasard. Mais c'est comme si c'était quelque chose de naturel. D'évident. Oui. C'est une excellente réponse également, je prends. Euh, le grand art des petites attentions, ça vous parle? Oui, le diable se cache dans les détails également. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment tout ce qui fait l'essence de ce métier qui est l'hôtellerie.
C'est cette idée que par de minuscules attentions apportées à chacun, on va leur rendre la vie encore plus merveilleuse. Et enfin, une dernière question. Quelle est votre philosophie de vie, Pierre Donnel ? Je ne sais pas si je suis très philosophe dans la vie. Je m'inspire beaucoup de plein de petites choses. On a parlé d'un de mes projets sous les prochains mois. Je ne saurais pas comment répondre à cette question. J'essaie d'être le plus bienveillant avec moi-même et avec les autres. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a plutôt réussi. J'ai, comme tout le monde, eu quelques déceptions, quelques échecs également. Mais ces échecs et ces déceptions sont là pour nous renforcer. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et j'ai tendance à croire que les échecs nous élèvent plus que les succès. Et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose, si j'en suis là, c'est la somme de tout ce qui s'est passé avant, positif ou négatif. Et je vois toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est une très belle métaphore du voyage également. Mm-hmm. Pour revenir au sujet aussi du voyage. Pierre, je vous remercie infiniment pour votre accueil et cette exploration d'un métier fascinant. Je crois que vous avez réussi à nous partager justement votre passion et comment vous conjuguez au présent cet art de l'attention. Un grand merci. Merci Fanny. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Comme toutes les bonnes choses, il se partage, alors n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches. Enfin, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez lui mettre 5 étoiles dans l'appli et un petit commentaire ou m'envoyer un email. J'essaye toujours de répondre. À bientôt au prochain épisode de l'Art de l'attention.